Bonsoir, bienvenue à cette table ronde intitulée Méditer en prison, une porte vers la liberté intérieure. Nous sommes très heureux de vous accueillir ce soir. Visiblement, le titre en a interpellé quelques-uns parce que vous êtes nombreux. Je me présente Simon Grégoire, je suis professeur à l'Université du Québec à Montréal. Je suis également directeur du GRIPA, le groupe de recherche et d'intervention sur la présence attentive, ce qu'on appelle aussi couramment la pleine conscience ou le mindfulness. Au GRIPA, il y a une quinzaine de chercheurs qui mènent différents travaux de recherche dans toutes sortes de secteurs, notamment dans le secteur organisationnel, dans le secteur scolaire et dans le secteur clinique également. Tous ces gens-là ont un intérêt pour la méditation, pour la présence attentive. Et on m'a demandé d'animer cette table ronde et je n'ai pas pu refuser. J'ai accepté avec beaucoup de plaisir parce que les initiatives dont il va être question ce soir sont, à mon sens, très nobles et porteuses de beaucoup d'espoir. Donc, je serai votre guide, je serai votre animateur ce soir. Et la façon dont va se dérouler la soirée est assez simple. Je vais dans un premier temps demander à nos panélistes de se présenter brièvement à tour de rôle. Je vais par la suite leur poser différentes questions. Et vers 20h, je vais m'arrêter, je vais vous céder la parole. Donc, vous aurez la chance de poser à nos panélistes toutes sortes de questions. Et tout ça devrait nous mener jusque vers 20h30. Donc, à 20h30, on s'arrêtera et puis on pourra poursuivre les discussions de manière un petit peu plus informelle. Donc, sans plus tarder, je vais demander à nos panélistes de se présenter à tour de rôle. Bonjour tout le monde. Moi, je suis François, je suis un ex-détenu. Je vais parler un peu de mon expérience avec la méditation en prison. Bonsoir tout le monde, mon nom est Roxane Do. J'enseigne la méditation et je suis bénévole dans ce projet-là depuis le tout début, donc en tant qu'enseignante et bénévole. Et je suis aussi membre du conseil d'administration de Voix Boréale qui a un peu créé ce programme-là avec les gens de la prison. Bonsoir, moi mon nom c'est Sean, je suis aumônier dans le milieu carcéral depuis 2013, alors ça fait 4 ans maintenant. Alors je suis aumônier de site et aumônier de bouddhiste. Je vais vous expliquer un peu plus tard c'est quoi ça veut dire, ces deux différences-là. Puis je faisais aussi partie des sessions avec les bénévoles quand j'étais en termes d'aumônier, alors quand eux ils venaient présenter ça. Bonsoir à tous, mon nom c'est Alexis. Moi je suis bénévole pour Voix Boréale au camp pénitencier. Puis je suis aussi étudiant au baccalauréat de criminologie à l'Université de Montréal. Donc voilà, j'aurai plein d'autres choses à partager. Est-ce que tout le monde entend bien à l'arrière? Est-ce que c'est le son est... Oui? OK. François, si vous me le permettez, je vais commencer avec vous. J'aurais aimé ça que vous nous parliez peut-être un petit peu de la manière dont vous avez été mis en contact avec la méditation au pénitencier. Comment ça s'est passé? Bon, moi, comme ex-détenu, j'étais en prison, je servais une sentence de 7 ans et j'étais dans une période de trouver un chemin de changement, finalement, dans ma vie. Puis moi, j'étais présenté, j'ai jamais médité, je connaissais vraiment pas beaucoup de cette pratique-là, mais j'avais fait un cours dans prévention du suicide père aidant. Puis il y avait une psychologue qui s'appelait Nathalie Lacaille. Elle, pour 4 ans, elle a monté un projet pour faire entrer un retrait de 10 jours de Vipassana, enseignant par S.M. Goenka et William Hart. Fait qu'ils ont affiché pour ce retrait-là, puis on a tout inscrit notre nom, puis on était 19 gars détenus qui ont été choisis pour ce retrait-là. Ils ont ouvert un wing, un pavillon, un rangée pour faciliter le retrait.
Toutes les 19 on est allé nettoyer les cellules, puis préparer la salle de méditation, quoi que ce soit. Moi j'arrive là, j'ai aucune idée qu'est-ce qui m'attend. J'avais un petit... Il me dit comment c'était un peu. Ils m'ont donné une brochure de l'horaire de la méditation. J'ai dit bon, c'est parfait. On était tous nerveux, on était dans l'inconnu. Moi j'arrive là, la première journée de la retraite, puis Saint-Gouinca commençait à faire ses chants. Tu sais, c'est un peu comme j'étais assis là, je dis oh shit, qu'est-ce que nous sommes embarqués là? Non? Je dis non, je sors d'ici, tu sais, moi je suis encore dans mes vieilles habitudes de comportement, puis m'en foutisme, fuck this, fuck that, excuse-moi le langage, mais c'est ça. Et c'était pas mal ça, puis ça a déclenché. C'est vraiment les trois premiers jours, c'était vraiment quelque chose, parce qu'il te demande de juste concentrer sur un petit espace en dessous du nez. Puis je me battais avec ça. Qu'est-ce qui se passe là? C'est fou. Comment qu'on peut s'asseoir là en douleur, puis bouge pas. Hey, c'est quoi ça? Après 3 jours, avec les discours à la fin de journée, après chaque journée, il y a un discours. Puis là, ça commençait à voir l'importance et les bienfaits que la méditation aurait eu dans ma vie. Tu sais. Je sais pas si je prends un peu de place là-dessus, si je peux continuer, mais c'est là où j'ai commencé à méditer. Donc, le premier contact s'est fait avec cette retraite de 10 jours au pénitencier. Okay. Et qu'est-ce que cette pratique vous a emmené? Qu'est-ce que cette pratique-là vous enseigne? Bon. Moi, cette pratique-là, c'est vraiment... j'ai su... ça m'a aidé à aller en profondeur, à la racine de la souffrance. C'est vraiment de... Tu sais, la nature de... la loi de l'impermanence, la compassion, la loi de nature, la vérité un peu de l'être humain, comment qu'on fonctionne. Puis pour moi, je voyais comment le cerveau est tellement occupé. Puis dans ma vie de criminalité puis de toxicomanie, je réalisais que je consommais pour arrêter mon cerveau, pour pas aller tout le temps se projeter dans le passé, dans le futur. Je pouvais jamais vivre le moment présent. J'étais pas bien dans le moment présent. C'était comme insupportable dans une façon. Ça m'a amené à vivre beaucoup d'anxiété, des peurs, une forme de tout le temps mettre la barre haute, beaucoup de pression sociale. Je pouvais pas, il y a tout le temps une tempête. Fait que la méditation m'a aidé à venir développer parler le langage de la pratique, de m'apporter des facultés d'équanimité. Puis c'était vraiment ça pour moi, apprendre à développer. Puis c'est seulement dans la méditation. Regarde, j'ai fait des thérapies, des programmes, j'ai eu des psychologues qui m'ont aidé. Mais ça, c'est comme tous les morceaux sont mis ensemble, sont mis en place quand j'ai appris à vivre pleine conscience, le moment présent, de se grounder. Puis avec cette pratique-là, c'est trouver ces espaces pour remplir le cœur de compassion. Moi j'aime ça le dire, une petite façon, ça me purifie le cœur. C'est une philosophie bouddhiste que j'ai appris dans les lectures, dans les sanghas. Puis aussi dans mes propres expériences à moi. La méditation, c'est de vivre ces expériences. Tu peux avoir toutes les leçons, tu peux avoir les top professeurs qui peuvent te dire qu'est-ce que tu vas apprendre, mais jamais avant que tu les vives toi-même personnellement. Puis c'est là où j'ai appris de vivre ces expériences-là de plus en plus profondes dans la pratique. J'en apprends d'autres, puis plus profondes. Ça n'arrête pas. Il y a tout le temps quelque chose de nouveau. C'est quelque chose. Puis
sais, j'avais juste me rappelé de mon histoire. Un homme incroyable qui s'appelle Pascal Auclair. Il est ici aujourd'hui, juste là. Il m'a appris, je vais à ses groupes de temps en temps. Puis, il y a une curiosité assez élevée, il faut avoir. C'est l'histoire d'une petite fleur. Cette petite fleur-là, it blooms only once in a lifetime. Puis, lui, il connaît cette histoire-là. Mais c'est ça qui me garde ancré sur cette pratique-là. Parce que des fois, j'ai eu des moments où I'm getting off track a little bit. C'est bien. Puis c'est de garder cette curiosité de qu'est-ce qui se passe en nous autres, dans nos sensations. C'est comme une rivière là, qui est continuellement occupée, qui se passe. Fait que ça, en observant ça, ça me permet de juste de garder un équilibre, stay balanced, l'équanimité, puis de vraiment être capable de pas réagir tellement sur mes impulsivités. Dans le passé, j'étais tellement impulsif, agressif, imprévisible. Et ça me permet de vraiment trouver ce cap d'arrêt, parce qu'il reste encore, je suis pogné avec François à vie, tu sais, il reste encore des moments où je suis pogné avec ces vieilles idées du passé qui remontent. Et avec la pratique, je suis capable de les dire, ah, le voilà, regarde-moi donc ça. Fait que je suis capable de juste dire, regarde, c'est ça, François, laisse-le monter, vive-les. Avant, I would suppress, tu sais, j'ai tout fait tout, j'accumulais, fait que ça explosait, puis là, je me demande, je prenais une sentence de 5 ans, 7 ans. J'ai fait 2 sentences fédérales. J'ai 13 ans de fait en tout, là. Et aujourd'hui, j'ai au-dessus de 4 ans, aucune consommation. Ma vie va tellement bien, je vis une vie de dharma. J'applique le mode de vie, c'est de méditer, mais il y a une mode de vie en arrière de ça qui on nourrit. Non. Je peux l'en dire d'autres. Non, je vais juste vous demander de garder le micro un petit peu plus près ok, de ouais. votre bouche pour qu'on vous entende Vous bien. m'entendez quand même? Euh, Ouais. J'ai envie de vous poser la question parce que, en fait, de quelle manière vous maintenez cette pratique maintenant que vous êtes sorti du pénitencier? Quelle place joue cette pratique dans votre vie quotidienne? Ben, c'est sûr, c'est l'entretien. C'est pas quelque chose que, OK, là, j'ai médité pour 4 ans, je suis bon, là. Mais non, j'ai eu des moments avec mon horaire de travail, puis le mouvement, parce qu'en prison, c'est vraiment ralenti, votre vie, là. Tu sais, c'est vraiment, tu peux... Ah ouais, j'ai le temps de méditer, tu sais. Mais aujourd'hui, tu sais, c'est une forme de discipline que, encore, je voyais, je mets la pression encore pour méditer. Mais cette pratique-là m'a appris de it's okay if I didn't meditate today. You know, it's okay. C'est correct si j'ai fait une erreur, comme un autre exemple en dehors de ça, sur notre vie quotidienne. Tu sais, c'est correct que tu es humain, puis tu as des sentiments, puis tu es capable de les voir. Tu sais. C'est ça qui ça m'a appris aussi. C'est d'être plus en douceur, plus une compréhension, une expérience qui bénéficie d'observer ça. Tu sais, c'est comme, des fois, quand on vit de la peine, on part, puis on crée plus de peine, plus de mal. Puis avec les leçons, le Sangha, toutes les en lecture, les enseignements de Pascal, les retraites que j'ai faites, puis aussi en jasant du monde dans le groupe de méditation. Tu sais, on partage ça. Fait que c'est une forme de comment j'entretiens ça. Puis je médite aussi. Toujours. Et des fois, je dis, my God, ce que je fais là, c'est donc, ben, il n'y a rien qui se passe encore, mais il ne faut pas que j'oublie cette petite fleur. Et comment est perçue la méditation à l'intérieur de la prison? Comment... Bon, c'était...
c'était incroyable, les effets que ça fait sur les détenus. Moi, je suis un exemple, pas à peu près, là, pour les changements. Je n'ai pas besoin d'aller trop en détail, mais ma passé criminelle, là, c'était vraiment élevé. C'était grave les crimes que j'ai faits. Mais en détenu, l'impact que ça fait en population. Tu sais, il y a des bénévoles qui viennent en prison pour nous autres, puis nous enseignent cette pratique-là, puis on s'assoit ensemble, parce qu'il y a une belle énergie, tu sais, quand on est en sangha, tu sais, on est un groupe de méditants ensemble, on s'influence l'un l'autre, veut pas, puis on est assis là, puis on est ensemble pour venir se libérer de quoi que ce soit, de la souffrance, ou juste pas être seul. Mais il y a tellement de belles choses. Et quand je sortais de la chapelle après la méditation, ça laissait des marques. Puis moi j'ai eu le bonheur de voir des gars se prendre l'intérêt dedans. Du début, c'est pas pour moi, c'est stupide. Mais ils revenaient, tu sais. C'est tombé weird, puis je suis pas capable d'être assis avec mon respiration, puis tes voix bouger tout le temps au début, puis là, 2-3 fois qu'ils viennent, là, ils commencent à moins bouger, ils sont moins énervés, tu vois les comportements changer, tu sais, ils enseignent beaucoup ça, les écopates, la vérité, puis des choses de même. Là, il prend un intérêt, il va aller prendre un livre dans la bibliothèque, puis ça arrivé à plusieurs détenus qui ont fait ça. Puis après ça, tu vois qu'il prend plus d'intérêt dans l'être humain. Et moi, là, un criminel, je vais parler pour moi, j'étais vraiment égoïste, centré sur moi, ma bédaine. C'était l'univers tournait autour de moi seulement. Puis c'est pas petit moi. Ça m'aurait. Mais ça allait pour tous les détenus, inclus moi-même, de sortir de notre puis penser aux autres. Puis la criminalité, on pense pas aux autres trop. On développe des systèmes de mécanismes d'arrêter ça, pour avoir conscience de l'impact qu'on fait. Je te jure, là, tout le monde, mais moi j'ai ouvert un petit groupe les lundis après-midi, je l'ai appelé le groupe d'éveil intérieur. Puis moi je pensais qu'il y a peut-être 2-3 gars qui venaient, mais non, j'avais droit à 11 gars. Tous les lundis, il y avait 11 gars là. Puis il y en avait d'autres qui attendaient. Fait que moi j'ai fait beaucoup de prison, puis j'ai jamais vu des gars se rétablir autant, comme tout le temps, avant la méditation, à venir en prison. Les programmes fonctionnent, c'est pas mauvais. C'est gestion d'émotions, des choses de même, là, on apprend. Mais la méditation va un petit peu plus profond. Puis moi, j'ai vu la différence sans méditation en prison, puis avec. Puis je crois qu'il y a quelque chose de beau qui s'est manifesté avec les détenus qui sont présentés à la méditation. Je l'ai vu. Puis tout le monde qui est en Sangha, des détenus, là, on se tenait tous ensemble. On avait comme un lien, là, on savait, là, tu sais, puis on comprenait les comportements de l'autre. On réagissait plus à lui qui criait dans rangée. Tu sais, avant, c'était un trou de cul, c'était un vidange, puis aujourd'hui, on voit un gars souffrant. Puis on apprend ça, là, c'est comme... Non? Fait que c'est gros, là. Je peux... I could talk so much about it more, but I'm taking a lot of... Je prends beaucoup de place, là. On aura l'occasion d'y revenir. Merci, François, c'est très, très intéressant. Roxane, vous travaillez pour un organisme qui s'appelle Voix boréale. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cet organisme? Oui. Oui, Voix boréale, qui est un organisme, en fait, c'est l'organisme justement qui va dans les pénitenciers pour le programme de prison. Puis, c'est un organisme qui a été fondé en 2006 par deux merveilleuses personnes, qui est donc Pascal Auclair, qui est ici,
et Daryl Lynn Ross, qui avaient envie, en fait, de partager la pratique ici au Canada. Donc, ils ont créé cet organisme-là qui enseigne justement les enseignements de la pleine conscience, enseignement bouddhiste. Donc, on offre, à la base, c'était beaucoup d'offrir des retraites aux gens, donc un peu comme François parlait, des retraites de différentes longueurs, de 3 jours, 4 jours. Donc, on n'a pas d'endroit à nous, mais on loue des espaces pour faire des retraites un peu partout, autant à Montréal qu'à Ottawa, aussi dans le coin de Toronto. Donc, c'est un organisme un peu volant. On se promène un peu partout. Puis, on offre aussi des retraites d'une journée, par exemple. Il y a de plus en plus de différents programmes qu'on offre. Puis, donc, il y a une communauté qui se rencontre de façon hebdomadaire avec Pascal ou avec Daryl. À Montréal, il y a aussi des groupes à Ottawa. Donc, il y a différentes façons de pratiquer cette pratique-là de la pleine conscience. Puis, c'est vraiment, en fait, comme je trouve que François a pas mal tout dit. Hein, c'est quoi la pratique? Je trouve que c'est un bon enseignant. C'est beaucoup, souvent, on a cette idée que la pratique de la méditation, la pleine conscience, c'est de faire le vide des pensées, puis de juste, OK, il se passe rien. Là, il faut que ça soit calme dans cette tête-là, puis il ne se passe rien. Mais au contraire, ce qu'on fait, nous, c'est vraiment de reconnecter, comme François disait, avec notre humanité, de prendre en contact avec, qu'est-ce que c'est que d'être un être humain, de devenir curieux de ça. Puis nous, on aime ça faire ça en gang. Donc, on se rencontre, puis on pratique en gang, puis on échange, puis c'est vraiment se retrouver en silence ensemble, pour moi, s'il n'y a rien de plus fort que ça. Donc, ça ressemble un petit peu à ça, Voix boréale. Ouais. Et vous avez développé un programme chez Voix boréale qui se donne dans les pénitenciers. Est-ce que vous voulez nous parler un petit peu de ce programme-là, ses objectifs, sa structure, quelle forme ça prend? Oui, en fait, justement, ça a commencé en 2011. Nathalie, dont François parlait, avait fait une retraite urbaine avec Pascal et Daryl. Puis, elle avait mentionné à Daryl qu'elle était psychologue dans un pénitencier, puis qu'elle méditait déjà beaucoup, puis elle voulait commencer un programme à l'endroit où est-ce qu'elle travaillait. Donc, elle en a parlé avec les professeurs, puis Daryl avait depuis longtemps cette envie-là d'enseigner, mais elle ne savait pas trop comment créer ça. Elle est anglophone aussi, donc elle se disait, si je ne parle pas français, est-ce que c'est possible? Comment? Puis en discutant, ils ont réussi à trouver une façon, en fait, de créer ce programme-là. Donc, c'est beaucoup avec son soutien de Nathalie. Puis Daryl, pour elle, c'était super important qu'elle n'ait pas toute seule enseigner. C'était vraiment son envie de créer une communauté. Que ce soit un endroit où est-ce que, encore là, on se retrouve ensemble à pratiquer. Donc, avec une gang de bénévoles, on a commencé en 2011 à aller les mercredis soirs. On allait une fois par mois, puis là, c'est rendu même 3 fois par mois, 3 mercredis par mois. Puis c'est vraiment cette idée de justement créer une communauté ensemble pour partager ces enseignements qui peuvent toucher tout le monde. Donc, on voulait vraiment partager cette pratique-là. Puis, c'est ça, il y a une grande force dans ce partage-là, d'être ensemble, de se rencontrer tout le monde. Puis, il n'y a pas de les détenus, les bénévoles. C'est vraiment, on arrive, puis comme François le disait, on est ensemble, puis on vit tous des moments difficiles. On vit tous, fait qu'on est là pour partager ensemble, pour pratiquer ensemble la pratique de la pleine conscience. Puis on se fait pas mal gâter quand même. Donc l'horaire, juste pour vous dire, moi j'aime toujours la fin de nos rencontres. Je vais vous dire pourquoi. Donc on arrive, puis on arrive en soirée, puis on commence toujours avec un accueil, donc les détenus sont là, puis ensuite on médite ensemble une demi-heure, donc une demi-heure en silence. Tout le monde est bienvenu pour pratiquer. Puis en fait, ensuite on fait une marche méditative, environ 10-15 minutes. Des fois, c'est du mouvement en pleine conscience. Puis ensuite, il y a un enseignement qui est fait.
Puis Daryl, comme elle disait, est anglophone, donc il y a toujours quelqu'un qui est là. Souvent, c'est moi qui va traduire Daryl. Donc, c'est toujours accessible donc, dans les deux langues pour tout le monde, tous les mercredis. Puis ensuite, on parle peut-être de quelque chose qui a touché dans les enseignements. Puis ce moment-là, c'est toujours très, très touchant parce que autant les bénévoles que les gars, on parle de ce qui nous a touché dans la pratique. Puis il y a souvent des témoignages qui vont droit au cœur. Ouais. Un peu comme François vient de le faire. Puis à la fin, ben on se fait gâter parce que les gars, ils nous font tout le temps des bons desserts. On arrive là, puis ils se cotisent ensemble, puis il y a quelqu'un qui fait... ça change de gars, là, mais il y en a toujours un qui aime plus ça que l'autre, puis ils font souvent des gâteaux, des biscuits, puis là, on jase, puis c'est justement là, c'est créer ce sentiment de communauté. Tu sais, on vient ensemble, juste jaser, OK, c'est quoi être un être humain ensemble? Donc, c'est très fort comme groupe. Et en quoi le fait d'enseigner la méditation à des détenus a changé votre regard sur les détenus, mais peut-être aussi votre regard sur votre propre pratique de méditation? Oui. Tu sais, c'est beaucoup... la pratique, comme François disait, c'est beaucoup d'entrer en contact avec notre propre souffrance, notre propre difficulté. C'est la difficulté d'être un être humain. Puis... à différents niveaux, de voir qu'on a tous, tu sais, il y a tous différentes causes, conditions qui font que dans notre vie, ben, il arrive certaines choses. Puis de pouvoir être en contact avec ça, reconnaître que oui, c'est comme ça, reconnaître encore là que ça peut changer, puis je peux rentrer en contact avec ce qui m'habite profondément. Ah oui, OK. On me disait, comme quand Roxane arrive, puis elle dit quelque chose qu'il ne fallait pas, ben rentrer en contact avec cette émotion-là. Je me souviendrai toujours d'un gars qui disait, après le fameux 10 jours que vous avez fait, il était là, Roxane, je voyais ma colère, là, je la voyais monter, là, j'étais comme écœurée d'être là, puis ça montait, puis c'était fort, puis je le sentais, puis ça picotait, puis il me décrivait toutes ces sensations, puis j'étais là, puis j'étais juste avec. Je la sentais, puis j'étais juste avec moi. Encore là, ça me touche beaucoup. Puis j'ai réalisé qu'en fait, je pouvais avoir des montées de colère, puis je n'étais pas obligée de réagir. Je pouvais prendre un moment de me dire, ah ouais, j'ai-tu besoin de faire quelque chose en ce moment où je peux juste sentir que là, il y a la présence de la colère qui est là. Puis moi, ça m'avait vraiment touchée, puis je m'en souviens souvent. Puis de me dire, ah oui, OK, ça monte en ce moment, c'est là. Est-ce que je peux sentir ça? Est-ce que je peux le reconnaître? Puis, tu sais, puis avec la pratique, bien, ça crée justement ce petit espace-là avant de réagir. Ah oui, OK, qu'est-ce qui pourrait être aidant là, pour moi, puis aussi pour l'autre? Prendre contact avec l'autre. Donc, moi, aller avec la gang, j'apprends autant parce que justement, on échange, puis il y a ce moment de connexion-là. Puis juste de retrouver, OK, ouais, on est tous des êtres humains qui essaient de faire de notre mieux, puis des fois, on s'échappe, puis comment qu'on peut recommencer puis essayer justement que ça soit peut-être plus aidant la prochaine fois. Ce que vous dites amène une autre question. Parce que vous avez fait référence aux enseignements bouddhistes, et puis ils sont nombreux, il y en a énormément. Est-ce que, selon votre expérience, il y a des enseignements qui ont peut-être un petit peu plus d'impact avec ces gens-là, ou qui ont qui font davantage écho à ce qu'ils vivent? Oui, il y a plusieurs choses que je pourrais mentionner. Moi, j'aime souvent parler justement de notre interconnexion, qu'on est tous des êtres humains qui vivent différentes choses. Encore là, les causes et conditions qui sont fortes. Daryl, je parlais avec Daryl ce matin, je l'ai appelé pour... Si tu avais quelque chose à dire, là, puis elle parlait beaucoup de ça, puis elle parlait aussi beaucoup de... il y a 2600 ans, quand le Bouddha a découvert cette pratique-là, quand il a créé la Sangha, les communautés, pour lui, il n'y avait pas personne qui n'était pas inclus. Puis il disait, pour elle, c'est très important, justement, quand on enseigne de toujours se rappeler ce sentiment-là, que tout le monde est bienvenu, tout le monde doit être inclus. Il n'y a pas quelqu'un plus haut que l'autre. Puis moi, quand j'enseigne, c'est toujours cette idée-là que quelqu'un peut m'enseigner autant que moi. Il n'y a pas le rôle, le prof, plus important qu'un autre. J'aime aussi parler, quand j'enseigne, c'est d'amener
j'ai un petit côté, j'aime ça avoir humoristique, puis parler de sujets qui peuvent justement faire du bien au cœur, parler de bienveillance, de compassion pour soi-même dans les moments plus toughs. Récemment, je parlais justement de quand, puis c'est toujours qu'on peut appliquer les enseignements peu importe les conditions dans lesquelles on est, de reconnaître les petits moments de joie lesquels on peut toucher. Je parle souvent de mon obsession avec les poignées de porte, d'être conscient quand on touche à la poignée de porte, puis de reconnaître ça, puis là-dedans, est-ce qu'il va y avoir quelque chose de joyeux ou de plein, t'sais. Puis je dirais peut-être juste une dernière chose, il y a un témoignage qui a été fait récemment d'un gars qui disait que pour lui, ce que la pratique lui a permis de voir, c'est vraiment découvrir que il peut être autant avec son côté sombre que son côté lumineux, joyeux. Puis comme François le disait, ben ça c'est moi. Il y a ces deux aspects-là. Puis est-ce que je peux rencontrer les deux pleinement? Il disait que la méditation l'a vraiment aidé comme à être avec ces deux aspects-là de lui-même. Fait que je pense de se rappeler que justement, on n'a pas besoin d'être différent de soi-même. Ben on est complet là-dedans. Fait que c'est souvent ce genre de sujet-là qu'on parle. Puis je pourrais en parler encore plus longtemps. Ouais. Ça, je vous vois hocher la tête, c'est quelque chose qui résonne, qui fait sens. Oui, absolument. Oui. Sans en dire plus. Je peux te parler tellement. Merci, Oui, merci Roxane. Sean, vous êtes aumônier bouddhiste en milieu carcéral. C'est un titre qui pique davantage la curiosité que celui d'électricien ou de directeur qualité. Pouvez-vous nous parler un petit peu de ce qui constitue le quotidien d'un aumônier bouddhiste? C'est une bonne question, car le quotidien n'est jamais pareil. On planifie du mieux qu'on peut, mais il y a toujours des urgences. Alors moi, je suis vu comme une base, si on veut, une source spirituelle pour les détenus. Alors, on peut gérer beaucoup de différentes crises, comme des décès dans la famille. Aussi, quand eux, ils ont des tentatives de suicide, on est beaucoup amené à aller voir les gars pour voir comment ils vont, qu'est-ce qu'on peut faire. Beaucoup d'écoute active. J'avais des idées quand j'ai commencé. Je pensais vraiment que j'allais pouvoir étaler des cours, 10 sessions, 12 sessions, etc. Puis le plus qu'on fait le métier, le plus qu'on s'investit, le plus qu'on voit qu'on peut peut-être pas faire autant qu'on veut, parce qu'il faut vraiment apprendre à être flexible. Il faut vraiment apprendre à lâcher prise, de se dire, aujourd'hui, je ne vais pas faire ce que je voulais, car je dois aller faire ça. Puis aussi, c'est vraiment d'accompagner les gars. C'est vraiment de juste être là pour eux, leur donner une place sans jugement, leur donner vraiment 2 bonnes oreilles. Parce que moi, où je travaille spécifiquement, comme on est de site, on appelle la réception. Les gars sont en train de digérer leur peine. C'est beaucoup à prendre. Ils ont besoin que ça sorte. Mais tout le monde d'autre prenne des notes. Ils jugent les niveaux de risque, les facteurs de récidive, tout des choses. Alors, quand ils viennent me voir, moi, j'ai pas de crayon, j'ai pas de papier. Habituellement, je vais offrir une tasse de café. Puis, je vais juste les laisser parler. Puis je vais les écouter sans jugement, puis pour eux, c'est beaucoup. Alors, c'est ça une journée pour nous. Par contre, comme aujourd'hui, j'ai passé ma journée dans une audience. Il y a un gars, le premier détenu que j'ai jamais parlé comme bénévole en 2008, a eu sa semi-liberté, dans une sentence vie aujourd'hui. Alors, j'ai trouvé que c'était une belle énergie pour amener ici ce soir. Mais ce gars-là, je l'ai suivi, je l'ai vu grandir, je l'ai vu changer. C'est drôle quand on entend les commissaires parler du début du dossier, puis où est-ce que cette personne est rendue, mais on voit vraiment que les gens, ils peuvent changer. Puis il faut juste leur donner cette chance-là, cette écoute. Puis de travailler avec eux, c'est du travail, mais ça paye. C'est très payant en termes de ce qu'on peut faire. Et d'où vous est venue cette idée d'aller dans cette voie-là? Une bonne question. C'est mon enseignant, moi j'ai commencé à étudier le bouddhisme en 2008 avec Noah Levine, qui est un enseignant bouddhiste, on va dire, un peu flyé. Il est un peu différent de la norme, mais lui, il vient d'un passé où ce que lui a appris la méditation dans une cellule sèche, dans un centre juvénile correctionnel,
quand il avait 17 ans. Puis moi, j'ai eu un passé, je me suis peut-être pas rendu aussi loin que faire du temps, mais j'aurais pu facilement me rendre là. Alors ça m'a parlé beaucoup, son passé. Puis c'était une manière de voir le Dharma pour moi qui était plus en ligne avec mes croyances, on va dire punk ou contre-courant de la société. Puis je trouvais qu'il n'y avait pas une meilleure place à aller montrer cette pratique qu'en prison. Je veux dire, s'il y a une place dans le monde, je pense qu'ils en ont besoin de plus, c'est là. Puis moi, je me sens à l'aise avec les gars. J'adore partager mon expérience avec le Dharma. Puis aussi de les voir changer, les voir grandir. C'est inspirant. Je dis ça, je suis le gars le plus chanceux au monde parce que je travaille pas. Moi, je rentre dans le pénitencier, puis je suis juste là, puis c'est vraiment, c'est marquant, mais honnêtement, quand le monde me demande pourquoi, je sais pas, je me suis senti porté à y aller. Puis j'ai commencé comme bénévole, puis après plusieurs années, j'ai finalement eu la chance de le faire comme emploi, puis donc, je suis là. Pouvez-vous nous parler un petit peu plus de cette formation justement que vous avez reçue pour devenir aumônier bouddhiste? J'ai pas une formation d'aumônier comme telle, parce que malheureusement, le Canada n'a pas ça encore. Aux États-Unis, ça existe. Aux États-Unis, même, c'est vraiment bien fait. J'ai pris une couple de cours avec un enseignant qui s'appelle Gil Fronsdale en Californie sur Internet. Puis lui, il fait, il appelle ça The Buddha as Chaplain. Alors, c'est de quoi qu'on fait en ligne, on lit des enseignements, puis il y a des discussions. Sinon, j'ai ma formation comme enseignant de méditation de Noah, de la communauté Against the Stream à Los Angeles. Je suis encore en formation, c'est un long processus. Là, on fait des différentes étapes, puis après, éventuellement, on a la bénédiction, si on veut, d'être un enseignant complet. Et aussi, mais j'ai une maîtrise en philo que je dirais m'aide beaucoup quand même aussi dans mon quotidien pour discuter avec les gars, les aider à vraiment commencer à réfléchir. J'ai remarqué que donner des livres de philo aussi, quand quelqu'un commence une peine, juste commencer à faire la réflexion, ça peut vraiment, vraiment donner beaucoup. Alors moi, je mélange un peu tout ça dans un bol, puis je leur donne ça comme ça. Puis il y en a qui aiment ça, il y en a d'autres qui sont plus attirés vers d'autres voies spirituelles, mais c'est ça que j'aime dans l'équipe d'aumônerie, c'est qu'on est vraiment interfaith, on travaille ensemble. Il n'y a personne qui est meilleur que l'autre. On est vraiment là juste... Quand quelqu'un accroche, mais on va le prendre, puis on va l'aider. Il n'y a pas trop je sais pas, d'ego, de « moi je tiens la vérité ». C'est toujours ma vérité, puis je vais la partager, mais en espérant qu'ils vont accrocher ou que au moins ça va les aider un peu. Je serais curieux de vous entendre sur peut-être les difficultés d'enseigner la méditation à des détenus, mais aussi les joies peut-être d'enseigner à ces gens-là. Les difficultés, je vais commencer avec ça parce qu'il y en a plusieurs, mais je les aime aussi parce que ça aide à ma pratique à moi. Alors, je trouve que il y a un pénitencier où je vais une fois par mois. Les derniers 4 mois, j'ai pas pu y aller parce que c'était fermé. Alors, quand on dit fermé, c'est pas que c'est fermé, mais c'est que les mouvements sont arrêtés. Alors, moi, je peux pas accueillir les gars dans la chapelle pour faire de la méditation. Alors ça, vous ne voulez pas, ça porte un peu sur la morale des gars aussi. Puis c'est difficile pour moi après de vouloir donner mes enseignements si je ne peux pas les voir. La sécurité, c'est toujours la première priorité, puis c'est logique. Moi, je me promène entre des établissements minimum et super maximum. Alors évidemment, où ce qu'on est, la culture va changer. Quand on fait de la méditation, il y a des micros avec des appels aux haut-parleurs. Alors, ce qu'ils vont faire durant la méditation, on peut pas les éteindre. Alors, on est interrompu souvent durant une méditation avec un appel, mais c'est bien parce que ça donne les gars un objet de pratique. Si on veut qu'ils acceptent le moment présent, mais ils sont vraiment dans la meilleure place d'apprendre à accepter, de lâcher prise, dans une place où ils ne peuvent pas contrôler comment leur journée va aller. Alors moi, c'est une difficulté, mais c'est aussi une joie d'avoir un terrain tellement plein d'exercices. Alors moi, puis de juste voir l'éveil dans un gars, c'est magique. De voir quelqu'un qui va vraiment changer sa vie, qu'on peut les voir dehors après aussi, puis que
ils ont vraiment rebâti leur vie, ils ont une job, ils ont commencé une famille, peu importe. De juste voir que c'est possible, cette réinsertion sociale-là, il n'y a rien de mieux. Là. Pour moi, je vois vraiment que le travail, ça vaut la peine. Même avec toutes les difficultés qu'on peut vivre, ça vaut la peine toujours parce que ça fait un changement quand même. Et selon votre expérience, quels sont les bénéfices de cette pratique-là pour les détenus? Moi, j'aime beaucoup enseigner le lâcher-prise. Je trouve que c'est très important dedans. De vouloir faire de quoi, se faire dire non. Alors, il y a une frustration qui va monter. La frustration, si elle se développe en colère, peut rendre la situation pire. Ça peut endommager le bien-être de la personne qui est en colère. Alors, c'est bien de leur apprendre des outils qu'ils peuvent vivre, qu'ils peuvent utiliser, puis qui peuvent assurer qu'au moins leur bien-être va rester dans un bon état, parce que ça peut des fois s'empirer, puis c'est ça qu'on veut éviter. On veut que le risque de récidive, comme on appelle, devienne assez bas qu'on va considérer que ce n'est plus un risque pour avoir ces gens ici en société. Alors, je fais beaucoup lâcher prise, gestion des émotions difficiles, mais aussi les émotions joyeuses. Juste j'appelle ça les grosses émotions, eux qui nous envahissent. Comment ils peuvent apprendre à voir l'émotion comme une émotion. Comme Roxane disait, de voir la colère monter, puis juste être avec. Alors, faire se tourner vers, au lieu d'essayer de régler qu'est-ce qui se passe. Alors, j'essaie beaucoup de leur montrer ça. Puis c'est un travail, tout le monde vient de places différentes, alors on a du travail à faire dépendamment de comment les gens sont conditionnés. Mais avec le temps, on voit vraiment ce progrès-là. Merci. Merci. Alexis, vous êtes étudiant en criminologie, vous êtes également bénévole chez Voix Boréal. Qu'est-ce qui vous a emmené sur cette voie-là? C'est une assez longue histoire. Il y a 13 ans, j'ai fait une très très grave dépression, puis j'ai dû être hospitalisé pendant un certain temps, plus de 4 mois. Et j'ai vraiment vécu ça comme une peine de prison, dans le sens où je ne savais jamais quand est-ce que j'allais sortir. À chaque jour, on est comme évalué, puis on voit comment on va, comment on accepte le traitement. J'ai toujours vécu cette situation comme très très difficile, et je m'étais promis de plus jamais y retourner. Je n'avais pas encore rencontré la méditation à ce moment-là, je l'ai rencontré comme 4-5 ans plus tard. Puis là, je me suis dit, waouh, pourquoi j'ai pas connu ça avant là? C'était comme, ok, la souffrance que j'éprouve, elle est tout à fait normale, puis je peux composer avec elle, je peux comme l'observer. Mais j'en étais au tout départ, puis ça a encore mis quelques années de maturation. Je dirais que 2 ou 3 ans après, j'ai vu la vidéo que je présentais tout juste avant sur l'écran, c'est Doing Time, Doing Vipassana, qui est donc une retraite de méditation en prison en Inde. Et j'ai été frappé par ce documentaire. Je me suis dit, bon, c'est l'Inde, là-bas ils ont l'habitude de méditer, peut-être pas pour ici. Puis quelques temps plus tard, j'ai vu Dharma Brothers. Puis là, c'était de la méditation aux États-Unis, en Alabama, dans un des pénitenciers aussi les plus toughs des États-Unis. Puis je me suis dit, ok, c'est donc possible, et c'est même possible dans les pires pénitenciers des États-Unis. Je me suis dit, faudrait que je fasse quelque chose là-dedans. Moi, j'étais encore aux études, doctorat d'histoire. Je me suis dit, il est peut-être temps de changer de carrière, parce que je pense pas qu'avec un doctorat d'histoire, pouvoir faire grand-chose en dedans. Fait que j'ai décidé de me réorienter et d'émigrer au Canada. Parce que vous l'aurez peut-être entendu, mais j'ai un accent de français. Puis je suis parti il y a 2 ans et demi, commencer des études au baccalauréat de criminologie à l'Université de Montréal. Puis là, ça a été comme... J'ai voulu me donner une légitimité avec ce bac de criminologie, en me disant, si j'ai ce bac de criminologie, si j'ai ce rêve de faire de la méditation en prison, je vais pouvoir faire quelque chose qui fonctionne assez bien. Pour moi, c'était comme, il faut que ça fonctionne. Fait que la première année, j'ai comme magasiné un peu, j'étais dans des maisons de transition. J'ai commencé à faire de la méditation avec des gars qui venaient tout juste de sortir de détention. J'ai commencé à faire de la méditation avec des familles de personnes incarcérées. Et enfin, au cours d'une session de méditation que je faisais dans Montréal, j'aimais bien aussi aller visiter plein de centres de différentes traditions. Et j'ai été à un cours de Pascal
Et j'ai croisé Sylvie Thomas, qui est une des responsables des bénévoles à Voix Boréale, qui m'a dit « Ah ben oui, on a un groupe qui va en prison. » J'ai fait « Mais je rêve de ça depuis tellement d'années. » Et j'ai dit penses-tu que je pourrais rentrer là? Je suis français, mais je suis vraiment intéressé. Elle m'a dit bah oui, il y a une réunion comme dans quelques semaines, si ça t'intéresse, tu peux venir. Puis aussi simplement que ça, je suis allé à cette réunion. J'ai commandé un extrait de casier judiciaire en France, parce qu'il faut qu'il y ait une recherche sur des antécédents. Par chance, le mien était vierge. Et en le transmettant aux autorités carcérales, j'ai attendu comme 2 semaines avant de pouvoir entrer pour la première fois dans les murs. Je dirais que c'est un peu ça le parcours. Et peut-être pour le bénéfice des gens qui auraient un intérêt pour justement devenir bénévole, pour s'impliquer, comment fonctionne le processus? Comme je le disais, c'est un processus assez simple. Je pensais que ça allait être beaucoup plus compliqué en me disant un pénitencier, on ne va jamais y rentrer. En plus, les pénitenciers, pour information, c'est des prisons pour les personnes qui ont reçu des peines de plus de 2 ans de prison. Donc c'est des personnes qui ont commis des graves offenses. Il y a un système provincial pour les peines de moins de 2 ans, puis un système fédéral pour une peine de 2 ans. Et donc le groupe où on va, c'est un groupe dans un pénitencier fédéral. Donc du coup, je me disais, au niveau de l'enquête sécuritaire, ça va prendre un temps fou. Puis moi, je viens de France, peut-être qu'ils voudront pas. J'ai un visa d'étudiant, un visa d'étudiant international. Est-ce que je serais capable de pouvoir entrer dans les murs? Puis, aussi simple que ça, j'ai été à cette réunion d'information. J'avais déjà ma pratique de méditation. C'est sûr qu'elle m'a beaucoup apporté ces dernières années. Mais en allant à cette réunion, je me suis aperçu qu'il y avait d'autres gens aussi qui étaient intéressés. Puis, en transmettant mon extrait de casier judiciaire vierge, j'ai pu assez rapidement entrer dans les murs et rejoindre un super groupe de Voix Boréale à l'intérieur des murs. J'ai cru comprendre que vous animiez également des groupes de partage. Vous voulez nous parler de ça? Oui, j'aimerais juste introduire un tout petit peu avant ce que ça fait d'entrer dans un pénitencier quand on est français puis qu'on n'a jamais vu un établissement comme celui-là, que ce soit au Canada ou aux États-Unis. Mais un pénitencier au Québec, c'est des très hauts murs, des miradors, des voitures qui circulent en permanence autour du périmètre de sécurité, un périmètre assez important, des contrôles, des portes. C'est assez impressionnant pour un bénévole de rentrer à l'intérieur des murs, puis de devoir attendre que les portes automatiques passent au vert pour qu'on puisse entrer, et puis passer plein de sas, montrer sa preuve d'identité, signer, passer le détecteur de métaux, faire fouiller ses affaires. Parfois avoir le chien renifleur, vérifier que si on a de la drogue, ou avoir même un testeur qui vérifie si on a de la drogue ou qu'on a été en contact avec de la poudre. Donc là, on a quand même pas mal de contrôles qui sont faits. Puis un des endroits où je vais, là, moi, je trouve assez formidable parce que dès qu'on a passé tous ces contrôles, on entre dehors. On rentre dehors et il y a des arbres, il y a de la pelouse, il y a des fleurs. Puis comme tu es rentré en dedans là, puis très vite il y a la chapelle, puis c'est là où on va pratiquer. Et donc effectivement, avec Voix Boréale, non seulement il y a le groupe de méditation, et maintenant il y a un sharing group, c'est-à-dire un groupe de partage en anglais qui se passe 1 fois par mois. Donc Voix Boréale n'intervient plus 3 fois, mais désormais 4 fois par mois. Ce que je tiens vraiment à souligner parce que c'est le seul groupe que je connaisse à date qui fasse entrer des bénévoles pour pratiquer la méditation. Et le sharing group, tout simplement, pour moi, c'est comme la pratique de la parole aimante et de l'écoute profonde. On va parler d'un thème, mais on va parler à partir de l'expérience qu'on en a. Puis on va écouter la personne qui est en train de parler. Puis j'y étais mardi dernier. Fait que c'était une très belle séance autour de l'espoir. Et dans cette séance, il y avait comme 10-12 gars qui étaient présents. Puis on était comme 5 bénévoles. Et j'étais assez impressionné de la profondeur que ce que les gars disaient. Ils n'étaient pas en train de se plaindre, en train de dire « Ah, j'en ai marre de ma sentence, je veux sortir, mon espoir c'est de sortir. » Non, j'avais des gars qui étaient en train de se regarder à l'intérieur. Puis il y en a qui n'hésitaient pas à parler de leurs crimes qu'ils avaient commis ou des liens avec leur famille. Les émotions en prison, c'est quelque chose de très rare. En tout cas, que les gars se permettent d'en parler devant d'autres gars, c'est pas évident. Puis la chapelle, c'est comme un endroit protégé. J'ai des gars qui disent que quand ils entrent dans la chapelle, ils retirent leur masque à l'entrée, puis ils le reprennent en ressortant.
puis ils se disent là je vais être vrai. C'est le seul endroit où je vais être vrai dans la prison, parce que c'est le seul endroit où il y a des bénévoles qui viennent prendre de leur temps, puis j'aime aussi imaginer qu'ils viennent nous apporter de l'air du dehors. Parce qu'on est un peu ça, on est un peu de l'air des nuages, du soleil de dehors. On vient avec nos vies et ils sont vraiment friands. On est une sorte de friandise très 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 importante pour eux. Ils nous attendent. Il y a vraiment une attente, il y a une chaleur qui se dégage. Ils sont tellement contents de nous voir. Le gâteau, j'ai jamais vu de groupe comme ça où on se faisait offrir des gâteaux pour aller méditer. Je suis bénévole, je vais aider des gars, et puis eux me font un gâteau en retour, me font des témoignages sur leur parcours de vie. Je fais waouh, c'est qui est censé recevoir dans c'est un échange. Comme disait Sean, c'est vraiment un échange. Et je trouve ça vraiment extraordinaire. Et puis pour clôturer sur le sharing group, et puis pour continuer dans ce que disait Roxane, au dernier sharing group, on a un détenu autochtone, des détenus autochtones, c'était un détenu inuit. Ils parlent pas beaucoup, ils sont beaucoup à l'écoute. Puis celui-là, il a parlé à la toute fin, et il parlait de l'espoir. Et on avait lu un texte sur l'hiver, qu'on en avait marre de l'hiver, puis qu'on avait l'espoir que la chaleur revienne. Puis lui nous a fait un enseignement sur la pleine conscience en nous disant, mais tu sais, ta chaleur, elle est déjà là à l'intérieur de toi. Ton instant présent, il est déjà là à l'intérieur de toi. T'as juste à être présent à toi-même. Finalement, c'est toi qui décides si ton hiver, il est à l'intérieur de toi, et si tu dois avoir froid, et si tu dois trouver ça pénible. Puis subitement, l'hiver, il était comme moins tough. C'était subitement moins tough de se dire, waouh, un gars vient de me donner un enseignement à l'intérieur des murs, puis cet enseignement, il est merveilleux. Merci. François, j'ai envie de vous poser une question, puis n'hésitez pas à rebondir, peut-être renchérir si vous voulez, mais je serais curieux d'avoir votre opinion, à savoir, est-ce qu'on investit suffisamment dans ce genre d'initiative en prison, est-ce qu'on devrait en faire davantage? Vous qui l'avez vécu, qui avez vu ça de près? Bien, c'est sûr qu'il devrait y avoir peut-être plus de programmes. Tu sais, ils ont des programmes gouvernementaux qui nous donnent. Devraient impliquer la méditation, former, intégrer ça dans leur programme, c'est sûr et certain. Parce que j'ai passé des années à trouver une façon de changer de l'aide quelque part. J'ai essayé tellement de choses, plusieurs tentatives de me prendre en main, puis par hasard, la méditation, je suis présenté à la méditation, puis il y a un changement incroyable, une transformation de noir et blanc. Puis, c'est sûr, pour moi, là, il devrait y avoir plus, parce que ça fait pas longtemps qu'on a des bénévoles. Là. Après 4 ans, là, ça a commencé dans le système fédéral. Et il y a déjà un gros changement fait qui s'est établi. Comme tu as tout entendu là, ce soir, regarde... Moi, je connais Roxane. Il était là au début. Sean, il était là pour moi. Tu sais, quand il parlait, il donne du soutien au monde qui perd leur famille, quoi que ce soit. Moi, j'ai eu une diagnostic de cancer, et finalement, c'était pas cancer, mais j'ai vécu. Je parlais de ma funéraille avec ma mère. Ma mère est ici ce soir. Je parlais de ça avec elle. Mais avec ces pratiques-là, j'ai trouvé d'être capable d'être avec ça. Je suis un être humain qui va mourir, et je peux pas, on va tous mourir. On peut pas, can't avoid it. J'ai trouvé grâce à l'univers, Dieu, je le mentionne, Dieu, et que j'étais capable de vivre avec, mais en douceur, là, pas à peu près. Là. C'était pas comme, alright, forget this, man, moi je consomme, puis non, j'ai resté sur une voie là, de paix, de direction profonde, puis vraiment de venir aller toucher dans mon cœur à la vie, puis l'être humain. Puis je donne ça grâce à cette pratique-là. Tu sais, Sean, il parlait de l'écoute, je me rappelle, jamais je vais oublier cette journée-là. J'étais assis dans le bureau avec lui, puis on n'avait pas de contact, tu sais, il était occupé, là. Les gars sont autour de lui, mais quand c'est venu, il m'a donné son temps, l'écoute inconditionnelle, je sentais, c'était pas comme, OK,
Tu sais, je parlais, puis il regarde sa montre, puis c'est vraiment pas, là. Tu sais, là, il vient, il apporte des choses qu'il a écrites à main, pas des photocopies, là. Il a pris son temps, là, quelques pages, il a écrit des enseignements, you know. J'avais dit, je me rappelais même pas, j'ai dit la journée de ma fête, puis il amène les cartes de fête en prison, tu sais. C'est des choses de même, puis là, ça t'attire à ça. Moi, je veux ça, moi, je veux être comme ça. Tu sais, c'est ça l'importance des bénévoles qui viennent, sont un exemple qu'on n'a pas eu à l'extérieur. Moi, je les ai pas eu, ces personnes autour de moi. J'attirais le monde négatif. Fait que moi, j'étais dans un environnement accadré que je me présente du bel monde de même. Tu sais. Roxane, au début, était là la remise de diplôme après la retraite de 10 jours. C'est touchant, hein, you know? On était 19 criminels, là, des meurtriers, des gars qui ont commis des vols qualifiés, qui vendent de drogue, des gangs de rue. On était tous sur le stage puis on pleurait. Tu sais, je vois la vérité, tu sais, c'est comme l'attachement, l'aversion, la haine, c'est toutes des choses qu'on ne savait pas que c'était des sources de souffrance humaine, tu sais. Comment qu'on se détache de ça, comment qu'on peut apprendre à voir ça clair, oh my God. Mais en libérant de ma souffrance, tu sais, ça m'a empêché de faire des autres souffrir. Tu sais. J'apporte beaucoup à ma famille. Tu sais, j'ai un fils de 20 ans. Puis le langage est bien différent d'ici de 5 ans, tu sais, comment je parlais. Tu sais, avant, je disais, hey, trace pas les polices, là, c'est des trous de cul, puis mais tranquillement, regarde, Tyler, il a dit, there's a cop, non, c'est un policier. Tu sais, c'est comme. Donc, c'est des petites choses de même, you know. Aujourd'hui, c'est comme, c'est mes amis. Puis je le dis avec mon cœur, là, c'est vrai. Tu sais, c'est des changements de même qui ont fait que beaucoup plus heureux. Puis ça va bien. Ça va vraiment bien. Oui? Je voulais juste vous laisser savoir que dans la dernière année, la méditation est dans les programmes maintenant. C'est nouveau. Alors, les agents de programme maintenant vont guider les détenus en méditation, pleine conscience. Puis c'est juste pour... Je ne veux pas trop embarquer dedans, mais on a comme 2 facettes à la méditation en prison. Je veux dire, on a l'aspect plus laïque et après l'aspect religieux. Alors, vu la charte des droits et libertés, les gens ont le droit de pratiquer leur religion, qui fait qu'on avait des programmes de bénévolat et tout avant aussi, mais c'était vraiment religieux, vraiment relié à la religion bouddhiste, alors ouvert aux détenus inscrits comme bouddhistes. Puis après, on a ouvert un peu plus pour avoir une approche plus laïque, où ce que tout le monde est bienvenu. C'est pas que les gens sont pas le bienvenu dans les groupes bouddhistes, mais c'est juste qu'avec les ressources, on devait l'offrir. C'était vraiment relié à la charte un peu. Alors, c'est pas... alors, c'est juste ça. Mais maintenant, dans les programmes, moi, j'ai aidé à former une couple d'agents de programme à comment guider la méditation. Alors, je trouve qu'ils en font peut-être pas encore assez, mais ils en font au moins un peu. Alors, c'est un début, puis ça commence à vraiment prendre de l'ampleur. Ils croient dans le produit, là, ils voient les résultats, ils voient que les gars changent quand ils commencent à méditer, alors ils se disent, si ça marche, pourquoi? Tu sais, c'est comme on dit, c'est le blessé qui n'est pas cassé. Mais on va pas le réparer. Puis je voudrais rajouter, là, c'est ma touche criminologie, mais il y a des travaux qui sont sortis en 2013 en Israël sur des études scientifiques sur la méditation en prison. C'est les premières études où ils ont interrogé les gars. C'est des études qualitatives. La plupart du temps, les études qui ont été faites en prison sont des études quantitatives. Donc on fait du chiffre, on fait remplir des formulaires, puis on voit avant, pendant, après, un peu plus longtemps après. Là, ils se sont basés sur leur expérience. Puis c'était vraiment touchant parce qu'on s'apercevait que non seulement ça changeait leur relation à eux-mêmes, mais au niveau de la sous-culture carcérale, les comportements délinquants qu'ils peuvent avoir à l'intérieur des mots, ils diminuaient, puis la sous-culture changeait, et il y avait un lien qui commençait à se créer avec les agents correctionnels,
dans l'expérience qu'ils ont fait en Israël. Et donc, cette à ce stade-ci, parce que j'ai le souci de donner une voix aux gens dans la salle, je vais m'arrêter. Je vais demander aux gens qui le souhaitent, qui souhaitent poser une question à nos panélistes, de ne pas se gêner. Vous avez un micro de chaque côté de la salle qu'on va brancher dans quelques instants. Ne soyez pas timide. Je me demandais juste, en fait, s'il fallait que, pour travailler avec les détenus à ce niveau-là, s'il fallait que ce soit déjà un niveau assez avancé de la réinsertion sociale ou si on peut commencer depuis le début. Je ne sais pas si ma question est claire ou... Pour les gens qui viennent à la méditation? Oui. Je vais te dire ce que je pense. Chante, tu pourrais peut-être... je pense que maintenant, tout le monde est vraiment bienvenu au groupe. Les gens qui sont intéressés à la méditation pleine conscience sont les bienvenus. Les gens qui sont pénitenciers. Au départ, c'était beaucoup des gens qui étaient référés par la psychologue qui venaient, mais là, je pense que c'est vraiment ouvert aux gens qui sont intéressés à venir pratiquer. Je parlais plus en termes d'utilité, dans le sens qu'est-ce qu'ils vont être plus portés à venir ou c'est sûr que j'ai l'image des délinquants typiques qui va dire que c'est ça cette affaire-là, ça marche pas, blablabla, puis ouais. Je me dis, il me semble qu'il faut quand même se avancer un petit peu dans l'introspection et tout pour dire un programme de méditation peut-être ou quand même il y en a qui sont là depuis le début, qui viennent juste d'arriver et qui vont s'inscrire. Oui, mais je pense en fait, c'est les gens, il y en a qui sont curieux, qui viennent une fois, ils essaient. Okay. Mais t'as quelque chose? Moi, je dis souvent, il y en a qui viennent pour le gâteau puis le café, mais qui éventuellement, ils restent pour les enseignements. Okay. Mais au début aussi, la curiosité, la visite, il y en a qui n'ont pas de visite non plus. Alors, vous êtes vraiment, comme bénévole, la seule visite qu'ils ont. Puis ça fait du bien. On dit l'humain, cette relation-là. C'est un travail qu'il ne faut pas prendre à la légère. Moi, comme aumônier, les bénévoles, pour moi, c'est de l'or. Ça peut même pas être quantifié. Ça peut changer des vies pour certaines personnes. Moi, je suis touché à chaque fois que je vois du monde qui prennent leur temps de venir dans une place que c'est pas. Alors, les gars, ça va être toutes sortes de variétés. Du monde qui vont venir, ils vont peut-être après pas venir pour un bout. Il y en a d'autres que tu vois, ils viennent en reculons, puis après, c'est eux qui sont les derniers à partir. Alors, c'est vraiment... je trouve qu'il y a vraiment de tous les niveaux. Comme dehors, quand on enseigne la méditation, la foule va être des gens de 20 ans d'expérience, puis de 2 jours. Alors, mais c'est vraiment... Nous, notre slogan pour les aumôniers, c'est « L'humain au cœur de nos actions ». Puis, les bénévoles, vous êtes le cœur. Alors, je trouve que c'est bien. Merci. Je pourrais peut-être rajouter aussi quelque chose de mon expérience. C'est qu'effectivement, on voit des gars qui viennent pendant la séance, viennent prendre le café, puis ils repartent immédiatement. Ils sont juste venus prendre leur café, puis c'est correct. Puis il y en a qui viennent pendant qu'on est en train de méditer. Il y en a qui repartent pendant qu'on est en train de méditer, et c'est aussi correct. On a eu la chance aussi d'avoir des dîners de bénévoles et puis des dîners de remerciements. Et il y a des gars qui ne savaient pas qu'il y avait de la méditation dedans. Il n'y a pas tant de publicité, c'est plus du bouche à oreille et puis le travail de Sean. Mais il n'y a pas tant d'affiches en tant que telles qui sont présentes dans le pénitencier, ou en tout cas pas beaucoup. Et il y a des gars qui ne savaient pas que ça existait. Je me rappelle que il y a quelques mois, j'avais échangé avec un gars. Puis lui disait « Oh non, la méditation, c'est pas pour moi, je suis pas fait pour ça, ça me tente pas. » Puis on a juste parlé. Lui, il servait le repas. Puis pendant qu'il y avait un bingo qui était organisé, on a continué de jaser. Puis le gars a dit écoute, ça m'a fait vraiment plaisir de te parler. Je vais venir une fois pour voir à ton groupe. Puis à date, il y est toujours. Fait que c'est surprenant de voir qu'en tant que bénévole, on a un rôle très très important. Un rôle d'accueil. Puis les gars se sentent vraiment accueillis. Quand tout à l'heure je disais je pose mon masque en arrivant et je le remets en sortant, il y a des gars qui pleurent devant nous. Avoir des émotions tendres en dedans, c'est quelque chose de très rare. Moi, je le goûte comme si c'était quelque chose de très rare, comme un vin très très rare, parce que je suis assez impressionné de voir que des gens qui n'ont pas l'habitude d'être forcément en contact avec leurs émotions, puis qui aiment surtout pas le faire devant les autres, se permettent de le faire. Puis là, ça peut être du monde qui est assez récent dans la prison, comme ça peut faire 25 ans qu'ils sont dedans.
Parce qu'il y a des gars qu'on rencontre qui ont 25, 30 ans de temps dedans. Oui? Moi, je suis un peu curieuse. J'ai peut-être loupé l'info, mais je me demandais, est-ce que c'est quelque chose qui se passe que dans les pénitenciers ou également dans les prisons provinciales? Pas qu'est-ce que je sache pour le provincial. Je sais qu'habituellement, au moins du côté d'aumônerie, c'est habituellement plus un aumônier qui va être catholique ou chrétien. Puis des fois, des bénévoles vont y aller. Mais au provincial, dernièrement, j'ai pas entendu parler de gens qui allaient enseigner la méditation. C'est vraiment plus pour des longues sentences. Je pense que c'est un peu la philosophie du pénitencier versus la prison, vu qu'on a des gars qui sont là pour un soir ou un an et 364 jours. Alors, ça fait que c'est plus difficile des fois d'organiser des programmes comme ça. Avant de rencontrer Voix Boréale, j'avais contacté une prison provinciale, 2 prisons provinciales, une pour hommes et une pour femmes, sur l'île de Montréal. Puis, ils disaient qu'ils avaient déjà des petites activités, mais c'est surtout que, étant donné que c'est des courtes sentences, il y a beaucoup de monde. La majorité des gens qui sont incarcérés ont des courtes sentences. Je crois que la moyenne au Canada, c'est 6-8 mois, je crois. Donc c'est surtout des gens qui sont provinciales, puis il y a un turnover très important. Beaucoup de mouvements dans la prison. Puis en termes de sécurité, c'est sûr qu'ils ne sont pas toujours capables d'assurer la sécurité des gens qui sont en train de se déplacer. Personnellement, ça ne me fait pas peur de me balader à côté de gars, puis de ne pas être escorté par un agent correctionnel. Mais, et ça m'arrivait quand je faisais du bénévolat en France, mais il semble qu'au Canada, il y a vraiment le souci que quand les bénévoles se déplacent, il y ait toujours un contrôle et qu'il n'y ait pas trop de gars de gars ou de femmes qui soient proches. Puis la situation au provincial est beaucoup plus délétère aussi au Québec. Ça va vraiment assez mal. Il y a moins de moyens, beaucoup de turnover comme je disais, et ça pose des problèmes pour les personnes. Donc je pense qu'on en est encore aujourd'hui à apporter des moyens de base comme avoir une infirmerie qui tourne bien, avoir des soins, accès aux médicaments. Même ça, c'est quand même assez difficile au provincial. Est-ce que ça répond à votre question? Monsieur? Oui, vous aviez mentionné que Aurore Boréale faisait des interventions dans les pénitenciers et les prisons pour les hommes, mais est-ce qu'il y en a aussi des interventions chez les femmes? Puis est-ce qu'il y a une différence au niveau de comment la méditation est perçue, ou bien comment elle est pratiquée, ou sinon pourquoi il y en a ou pourquoi il n'y en a pas dans les prisons pour les femmes? Est-ce que tout le monde a bien entendu la question? Non? S'il faut peser sur un bouton. Ça devrait être ouvert. Ici? Ça marche-tu? OK. Donc, est-ce qu'il y a des interventions d'Aurore Boréale dans les prisons pour les femmes? Oui, en fait, Voix Boréale, pour l'instant, on est seulement dans un pénitencier pour hommes. Peut-être éventuellement, ça sera quelque chose qui sera à voir. C'est plus en fait, c'est beaucoup, encore là, c'est des bénévoles qui coordonnent tout le système. Il y a un système de lift, donc pour coordonner les gens qui se rendent en auto à l'endroit. Donc, tout ce système-là est fait de façon bénévole. Là, pour l'instant, notre capacité est que c'est ça en ce moment. Qui sait ce qui pourrait éventuellement arriver? Peut-être qu'un jour, on ira du côté des femmes, qui serait en fait très bien, je crois. Mais ça sera à voir. Alexis, avais-tu quelque chose? Moi, c'était un peu plus pour quand tu avais mentionné la différence que la perception. Moi, j'ai été comme représentant aumônier bouddhiste au complexe pour les femmes, puis c'est vraiment pas la même chose. C'est très différent. Même comment que le pénitencier est conçu, le pénitencier pour femmes est dans le centre de la ville, parce que le lien avec la communauté est beaucoup plus important. C'était bâti par un groupe avec des tendances beaucoup plus féministes. Alors, il y a beaucoup de choses qui sont différentes. Même que leur wing, leur pavillon maximum est très petit. Alors, c'est beaucoup plus, un peu comme on voit à la télé, là, les unités pour habiter. C'est vraiment, c'est pas exactement comme ça, mais c'est très similaire. Alors, mais la méditation, c'est perçu avec une même curiosité, mais moi, je pourrais dire la culture est vraiment différente.
de suivre pour moi au moins aussi, comme un homme qui rentrait, ça pouvait causer aussi de l'excitement, autant que quand des femmes vont rentrer dans un pénitencier pour hommes. Alors, c'était vraiment des gestions différentes, vraiment du cas par cas différents. Mais je trouve que, bien sûr, encore des bénévoles seraient accueillis, puis ça ferait du bien aussi à ces populations-là. Même s'ils sont au centre de la ville, c'est vraiment drôle. Quand on est dans la cour, on voit des maisons, puis c'est vraiment là. Mais il y a même un Walmart, je pense, à 2 blocs de là. Mais c'est vraiment de juste le voir. Ils ont quand même besoin que le monde rentre, même s'ils sont autour. Alors, je pense que ce serait un bon projet un jour. Là. C'est beaucoup de gestion à amener du monde, les listes, puis etc., qu'il faut qu'on crée. Donc, pour répondre à la question, il y a déjà eu un groupe de bénévoles qui s'est présenté au pénitencier pour femmes au Québec. J'avais interviewé une femme qui avait été incarcérée et pour qui la méditation avait vraiment été d'un très grand support. Donc, il y a d'autres traditions aussi qui s'engagent dans cette voie-là. Pour information, le seul pénitencier pour femmes au Québec est à 2 heures de route. Donc, c'était sûr que c'est 1h30, 2 heures de route en fonction du trafic. Puis ça demande une organisation. Vous imaginez 2 heures aller, 2 heures retour pour les bénévoles, c'est aussi très compliqué. Donc ça dépend aussi de la localisation. Puis étant donné qu'il y a moins de femmes incarcérées que d'hommes, c'est sûr que c'est pas du tout la même chose. Il y a des pénitenciers pour hommes qui sont un peu répartis partout au sud du Québec, mais les pénitenciers pour femmes, je crois qu'il y en a qu'un par province. Et il y a tous les niveaux de sécurité qui sont dedans, du minimum au maximum, dans le même pénitencier. Alors que pour les hommes, ça peut être distingué, ça peut être mixte, mais c'est pas la même particularité. Et je pense que ça marcherait. Moi, j'ai vraiment aucun doute sur le fait que ça marcherait. C'est juste qu'en termes de moyens de bénévoles, je pense que là, on pense beaucoup plus gros. On parlait de l'espoir tout à l'heure dans le sharing group. Moi, j'ai bon espoir que ça se rende plus largement. Merci. Laurence? Oui, moi, ma question, en fait, elle concerne un peu vous dites que ça va être de plus en plus, vous croyez que ça va être de plus en plus présent dans le milieu carcéral. Je me demandais autant, François, je crois que vous parliez que vous avez peut-être fait un 10 jours, qui était une retraite fermée, versus des groupes quotidiens. Peut-être aussi de l'expérience, mais aussi comment vous voyez, qu'est-ce que vous voulez mettre en place à cet effet-là dans le milieu carcéral. Tu demandes qu'est-ce qui serait de continuer de mettre ça en milieu, les retraites? Mais en fait, moi, ce que je me demandais, c'est avec votre expérience, qu'est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez qu'un 10 jours devrait continuer à être offert par... Regarde, c'est sûr que je ne dirais pas le contraire. Regarde, moi j'ai vu 19 gars commencer, 19 gars finir. J'ai vu tous ces 19 gars, leur vie ont transformé. Beaucoup. Pas juste un petit peu, ça n'a pas touché surface. On a apporté dans la population une influence aussi. Tu sais, nos conversations, c'était plus comment on va se geler ce soir ou le langage, les conversations étaient vraiment très différents. Tu sais, juste l'impact, qu'est-ce que ça m'a fait, l'impact à moi. J'ai jamais cru que je serais assis en avant de vous autres aujourd'hui, à jeun, ou sans faire de crime, ou faire mal à d'autres. De porter m'en foutisse en moi, c'est une journée quotidienne. Fait que oui, absolument. Je veux même faire tout dans mes pouvoirs aujourd'hui d'essayer de l'avoir encore. Ils me font souvent lundi, puis il y a un feedback, un gros feedback positif là-dessus. Il y a tout le temps la question de budget sécuritaire, puis ça c'est à la gouvernement on est tous ici ce soir, on peut tous faire un impact sur ce projet-là. On fait ça ensemble, on peut. Ça commence
par nous autres à vouloir de le faire. On crée un synga ensemble, puis on fonce dedans. Ça fait partie du bois boréal. Ils ont sûrement un avantage là-dessus. Sean puis Alexis, ils gardent croient tellement à ça, puis je ne blâme pas. Tu sais, il a parlé des masques en rentrant, puis on les laisse à la porte. Je faisais ça aussi. Mais aller plus souvent, il n'y avait plus de masques, je laissais à la porte. Moi, je rentrais dans la chapelle François, puis je sortais de François. Puis j'ai vu d'autres faire la même. Mais oui, il y en a qui laissent la main. C'est une place où on apprend d'être juste nous-mêmes. Juste, this is who I am. Puis en société, on n'a pas cette chance-là. Tout le temps, on est influencé par les médias, la télévision, la mode, les choses qui vont nous rendre heureux. Tu sais. Au niveau de la voiture. Quand je vais avoir la voiture, je vais être heureux. Tu sais. C'est pas ça qui rend le bonheur. Je dirais que les méditations, c'est beaucoup de travail organisé dehors. C'est immense dans un pénitencier en termes de gestion, organisation. Moi, je garde espoir. Je pratique ma patience envers ce projet-là. Je dis pas que ça va être fermé comme idée, mais c'est quand il y a eu la retraite de 10 jours, il y a juste beaucoup de choses qui ont bien tombé en place au bon moment, qui fait que on a pu prendre avantage. Moi, mon rêve un jour, c'est de faire une retraite de 10 jours dans un pénitencier, de pouvoir guider ça. Mais encore, les mouvements sont calculés. C'est peut-être pour nous, on voit ça comme on peut juste toutes les mettre dans le gymnase puis fermer la porte, mais c'est beaucoup de gestion quand même, juste faire ça. Alors, je dirais que oui, il y a les budgets, oui, il y a la sécurité, ça va être une possibilité. Il faut juste qu'on continue à convaincre le monde que c'est bon. Alors, dans les programmes, les bénévoles, l'aumônier bouddhiste qui vient aussi le lundi après-midi, le plus que ça devient dans la culture du pénitencier, le plus qu'ils vont commencer à être ouverts aussi à ça. C'est juste d'être patient, d'attendre. Puis je me dis qu'éventuellement, ça va se reproduire. Il faut juste attendre que, comme j'avais dit, cette fois-là, les conditions étaient vraiment parfaites. Puis ils ont vraiment pu sauter dessus. Puis moi, je suis content qu'ils l'ont fait. Mais il faut juste qu'on continue à convaincre le monde que c'est une bonne chose. Puis que ça marche. Ça aide. Puis éventuellement, quand ça marche, ils vont vouloir le faire. Je voudrais ajouter quelque chose à propos des membres du personnel. On a de plus en plus des membres du personnel qui sont intéressés dans les murs d'en dedans à pratiquer la méditation. En septembre dernier, il y a eu une grosse rencontre à laquelle Pascal participait sur la méditation dans les milieux de santé. Et il y avait une agente correctionnelle qui était présente. Puis moi, j'ai trouvé ça vraiment touchant. On a eu l'occasion d'échanger. Puis je pense que ça va être avec des relais comme ça à l'intérieur des murs qu'on va petit à petit montrer que non, c'est pas quelque chose qui va complètement détériorer la peine. Oui, ça peut être très bénéfique pour les gars. Et ça prend des autorisations, ça prend les bons mots par les bonnes personnes. Il y a des psychologues qui en font déjà, il y a des agents de libération conditionnelle qui s'y intéressent déjà, il y a des agents de programme qui s'y intéressent. On a même eu une directrice adjointe, un directeur de prison qui ont été très très intéressés et qui ont rendu possible la retraite de 10 jours. Donc il y a des gens. Je pense qu'on en revient toujours à cette valeur de base, c'est qu'il y a des gens qui œuvrent derrière tout ça. Puis je suis content de dire qu'avec Voix Boréale, il y a comme un effort qui est donné pour qu'on aille dans ce sens-là. Et peut-être juste aussi de mentionner qu'on a fait avec Daryl, celle qui a créé un peu ce programme-là, on a fait il y a, je pense, 2-3 ans, on avait fait deux journées de pratique. C'était comme une retraite urbaine dans le pénitencier un peu. Donc, on était là de 9h le matin à 16h le soir. Donc, c'est une journée quand même complète, puis on mangeait avec les gars.
Puis après, ben, ils retournaient avec les autres. Puis après, le dimanche, on refaisait. Donc, il y a comme des façons aussi qu'on peut amener la pratique différemment. Mais je pense encore là que la force d'avoir des rencontres d'une communauté, des gens qui reviennent encore et encore à chaque semaine, de créer cette communauté-là, c'est vraiment quelque chose d'important. Puis, tu sais, là, on parle dans les pénitenciers, mais c'est un peu la même chose dans la vie ici. Moi, pour moi, ma pratique ne serait pas la même si je n'avais pas eu la communauté avec laquelle je pourrais retourner semaine après semaine, puis apprendre, puis pratiquer. Donc, il y a une grande force dans ça aussi. Oui? La méditation, le bouddhisme deviennent un peu à la mode comme des agents de bien-être. Puis le Québec est quand même de tradition catholique, fait que je me demande un peu qu'est-ce que la méditation ou le bouddhisme apporte que peut-être la prière catholique ou d'autres religions n'arrivent peut-être pas aujourd'hui à apporter. Comment vous situez le bouddhisme et la méditation par rapport aux autres religions? C'est peut-être plus pour François aussi, pourquoi à un moment donné on est attiré par ça alors que c'est pas forcément dans nos traditions. Je suis content de te demander cette question-là. C'est sûr que j'ai grandi, moi je suis catholique, ok? Ça reste catholique, tu comprends? Moi j'ai lu sur les bienfaits d'une religion, d'une croyance. Il y en a qui c'est trop mélangé, tu sais, catholique, protestant, puis où je me dirige, c'est quelle religion qui va m'aider. Il y en a qui ça les mêle, puis ça peut être dangereux. Mais pour moi, avec la diversité de l'environnement en prison, tu sais, j'avais les chapelles, j'avais les mouvements AACANA, les fraternités, puis j'avais l'église, tu sais, la messe, les groupes de rencontres, puis la méditation. Puis pour moi, je dis ça with humor, tu sais, le bouddhisme makes me a better Christian, tu sais. Puis c'est vrai, Jésus, c'est mon Bouddha. Puis Jésus, c'est un Bouddha. Tu sais, c'est un être plein de compassion, d'amour, puis de sagesse. Puis pour moi j'ai eu la chance de faire le lien dans tout ça. Tu sais, il y a un lien d'amour, puis un lien de contact humain qui se ressemble en tout. Le bouddhisme vient juste faire il démontre une différente d'angle à voir cette beauté-là. Comme les évangiles, le mot la parole de Jésus, ils ont pas mal la même vocabulaire, mais juste fait différemment. Puis quand tu regardes ça avec une ouverture, puis moi, le bouddhisme m'a montré de ne pas avoir de division. Tu commences à diviser. Tu sais, quand les bénévolats, il y a non-jugement. Elle enseigne, puis elle est exactement comme l'autre, The Beginner's Mind. Puis il n'y a pas de différence. On est tous des êtres humains, puis c'est ça. C'est ça moi j'ai appris dans le lien. Ce lien-là. Fait que, regarde, je suis chanceux de le voir, puis de le vivre. Puis, c'est pas un petit peu, mais... Ouais. Moi, je mets pas de division. Puis c'est ça qui nous aide à pas être seul. On n'exclut personne. C'est ça le beauté. Tout le monde. En fait, ouais, pour moi, tu sais, je me pose même souvent la question, est-ce que je suis bouddhiste? Je sais pas. Pour moi, c'est pas nécessairement important de définir. C'est la méditation pleine conscience. Pour moi, ça me permet de me comprendre mieux, de voir ce qui est là, de voir ce qui est présent en moi, puis de pouvoir peut-être mieux comprendre les humains autour de moi aussi, d'une certaine façon. Puis ça, j'ai pas besoin de me définir d'une certaine façon. Puis je pense que, comme tu as si bien dit, pour nous, à Voix Boréale, tout le monde est vraiment bienvenu, peu importe la religion.
c'est vraiment important, ça, que l'idée de s'asseoir sur le coussin puis de juste prendre en contact de notre humanité n'empêche pas d'être, peu importe qui on est. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est, pour moi, qui est important, en fait, que ça n'a pas besoin, si tu médites, de devenir d'une certaine façon. Ouais, c'est peut-être quelque chose que je voulais mentionner. J'aime beaucoup la question parce que je trouve que c'est un débat qui se passe beaucoup en ce moment. Moi, dans l'histoire de Sean, j'étais, je vais dire, quelqu'un athée très ferme pour une longue période, même anti-religieux. Puis je pense que ça m'a pris si longtemps à arriver au bouddhisme parce que j'avais tellement peur de la religion, j'étais tellement contre. Puis quand j'ai commencé à pratiquer, j'ai commencé à avoir un cœur plus ouvert, plus mou. Je me suis ouvert à toutes les religions. J'apprécie vraiment toutes les fois. Moi, mon modèle ou mon image que je me garde toujours, c'est le Dalai Lama. Le Dalai Lama, chaque fois qu'il voit une Vierge Marie, il fait une prosternation. Par respect pour qu'est-ce que ça représente aux croyants chrétiens. Puis, de voir un chef religieux mondial comme ça, qui est prêt à faire ça et de voir comment on est quand même unis dans notre cadre pour la vérité, je trouve que c'est ça que j'essaie, moi, beaucoup d'enseigner avec les gars, c'est essayons d'être comme le Dalai Lama, puis au moins, pas nécessairement de pratiquer la religion comme telle, mais au moins de la respecter à ce niveau-là. Je trouve que, pour moi aussi, le bouddhisme m'a fait un meilleur chrétien, ou au moins juste une meilleure personne. Puis, donc je vous disais que j'avais eu l'occasion d'interviewer une femme qui avait été incarcérée. Elle me disait, elle, qu'elle était catholique, et elle disait que le bouddhisme, ça avait été comme une façon d'approfondir sa voie à elle, en fait, d'aller encore plus loin, en fait. Ça l'avait soutenue, en fait. Et elle se définissait encore comme catholique, et c'était important pour elle. Et elle disait, j'ai plusieurs gourous, Jésus c'est mon gourou, mais dedans j'y retrouve des enseignements du Bouddha, des enseignements de l'amour bienveillant. Et ça ressemble assez étrangement à ce que disait François. Je pense qu'il y a un moment où il n'y a plus de séparation. Il y a comme, on a juste envie d'être en amour avec nous-mêmes, puis on a nos racines, mais on essaye aussi d'aller plus loin dans nos racines, et je pense que l'un et l'autre fonctionnent très très bien ensemble. Il n'y a pas de contre-indication. Bonsoir. Je voulais d'abord vous remercier d'avoir organisé cette activité et d'avoir pris le temps de vous déplacer pour le partage. C'est extrêmement interpellant. Ma question était autour de la question du masque et de la mention de François de dire qu'à un moment donné, il n'y a plus de masque. Nous, on a comme un mythe, hein, qu'est-ce que c'est la prison quand on n'a pas été en prison. Puis on imagine toute cette atmosphère, la culture, qu'il faut être dur, qu'il faut se protéger. Je me demandais l'impact de devenir vrai dans ce milieu-là. Est-ce que j'imaginais mal que tous les autres détenus seraient tout d'un coup comme « Hey, wow, t'es fin! » Puis comment est-ce que les autres réagissent au changement de ceux qui méditent? Et puis comment est-ce que vous avez eu à naviguer ça? OK, oui. Il y avait un processus du changement de ça, quand je retirais ma masque en population. Tu sais, je t'ai vu, ils m'ont connu comme, il y avait un détenu, mais oh my God, t'as changé, François. Tu sais. Parce que, tu sais, je vais te donner juste une petite idée. Moi, je trafiquais la dope en prison. Je me battais, j'allais dans le trou, j'ai été dans medium, il me transférait un maximum à Donnacona, puis tu sais, j'ai fait le tour, tu sais. Là j'arrive, parce que j'ai 2 sentences fédérales. La première, ça n'a pas trop fonctionné. Et quand j'arrivais à la deuxième, j'avais déjà eu une réputation déjà faite. Tu sais, il y avait des sentences, il y avait des détenus qui sont encore là quand j'ai retourné. J'avais déjà une influence, un avantage, mettons. Mais j'ai jamais... il y a une chose, une façon d'être, c'est une forme de survie de porter cette
masque-là de tough. Puis souvent, c'est la peur qui nous porte à mettre cette masque-là. Tu sais, il y a des gars qui se promènent avec plein de tatous, puis quand tu viens d'y parler vraiment, c'est du monde vraiment souffrant, ils ont peur, puis tu sais, ils ne veulent pas jamais démontrer le sensitivity. Fait que pour moi, quand j'ai commencé à lâcher le masque, ça a fait... J'ai eu une période où je me suis retiré de la négativité dans la population. J'avais pas de choix. Je me suis isolé dans ma cellule. Je me sentais seul. Mon lien de partenance n'était pas aussi fort. Je te le dis tout de suite. J'ai arrêté de consommer. Je n'étais plus dans la gamique. Puis je me sentais seul, mais c'est là où ça rentre les bénévoles. C'est eux autres que j'étais capable de nourrir ce sens de partenance, d'avoir ce réseau social, puis d'apprendre que, wow, il y a du beau monde de là. Puis c'est là où les bénévoles jouent un gros rôle de me pogner avant que je retourne dans le milieu que je connais le plus. Et quand je changeais, moi, je ne savais pas que je m'attendais à cette sorte de vie. Je m'asseyais, c'était une curiosité peut-être, je vais essayer une dernière fois. Tu sais, une petite voix en arrière dans ma tête, une petite dernière fois. Puis si ça ne marche pas, man, je finis ça. Tu sais, c'était un peu ça. Tu sais, moi, je voulais finir le souffrance, pas vivre, mais tu sais, il y a une petite fine line au suicide là-dedans. Tu sais, c'est comme... Mais tranquillement, là, quand tu gardes... quand je sortais... Moi, j'arrivais dans une chapelle comme François, puis je sortais comme François. Puis je restais de même. Fait que moi, je commençais à démontrer un exemple du changement. Fait que je portais ça fort, je croyais en ça. Je n'agissais pas différemment pour faire aimer. J'ai fait du temps, je ne vais pas mentionner le nom, mais j'étais avec un homme, un high profile mafioso. Tu sais, puis j'avais des conversations avec lui. Tu sais, il parlait des meurtres, puis il rirait de ça, puis tout. Puis moi j'ai eu, à cause que j'ai porté plus mon masque, je l'ai confronté comme ça. Pourquoi tu n'es pas capable de connecter plus sa compassion à l'être humain? Pourquoi tu es tellement enragé? T'es bien là-dedans? Tu veux-tu te libérer de ça? Puis il a comme écouté, mais il est venu quelques semaines après, puis ça l'a marqué, puis il me parlait de ça. Il dit oui, c'est plate, je suis tanné, puis Fait que ces petites expériences-là m'ont fait faire, regarde, moi je reste comme ça, moi je n'ai pas besoin de porter cette image-là. J'ai tellement travaillé fort de bâtir mon intégrité puis d'être moi-même que ça vaut plus la peine. C'est trop lourd à porter. Ça vient à un moment donné, quand tu viens t'accepter exactement comme que tu es, n'importe où que dans n'importe quel environnement, c'est là où les bienfaits commencent à... C'est ça les expériences que je vous parlais auparavant, que tu vis. Puis ça renforce quoi en toi. Fait que oui, mais c'était pas facile. Je te dis, il y a tellement souvent que je voulais retourner la vieille gang. Parce que tu passes le temps passe vite, quand tu fumes tes joints, puis tu te gammettes, puis tu cherches, t'es dans la population, puis t'es en wheeling dealing, tu changes la cantine pour ci, pour ça, puis l'échange, tu sacs beaucoup, puis on se supporte, on est une gang de souffrants qui nous supportent. Je voulais vous féliciter pour votre courage, parce que vraiment, ça ne devait pas être évident. Oui, mais ça valait vraiment la peine. Puis parce que j'ai fait ça, puis d'autres détenus qui sont présentés à la méditation, puis où il y avait la volonté de changement, le désir de changer, puis ils venaient me voir. Puis moi j'avais la grâce d'avoir la chance d'être père aidant en prison. Nathalie Lacaille a formé les gars comme père aidant, comme Pascal est venu faire un atelier avec nous autres. Et j'ai assisté trois autres fois
Nathalie est une psychologue, de donner le cours. Et moi, j'avais cet avantage-là, tu sais, de vraiment être l'exemple. Regarde, vous êtes capable de changer, c'est possible. Donc, parce que je viens de loin, hein. J'ai des témoins ici. Non, ma mère était à côté. Je volais ma mère. C'était tellement fort. Tu sais. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle? J'avais un témoignage, en fait, une question pour François. Je voulais dire que son témoignage était vraiment poignant et que ça m'avait interpellée. Et je voulais le questionner par rapport au programme, aux interventions psychologiques dont vous aviez parlé tout à l'heure. Vous aviez dit que la méditation avait accentué des choses que vous aviez vues parce que c'était pas pareil dans les programmes. Quel lien vous feriez en fait entre les programmes thérapeutiques avec les psychologues et ensuite le groupe de méditation? Est-ce que quand même les ateliers thérapeutiques vous ont aidé? Et si oui, comment? Et qu'est-ce que la méditation a apporté de plus? Quelle était la différence en fait entre les deux? Bon, quelle est la différence? François, il y a peut-être des psychologues dans la salle, donc... Hein? Oui. Oui, c'est sûr, j'ai fait un suivi psychologique de 2 ans. J'ai fait un suivi psychologique au-dessus de 2 ans. J'ai fait tous les programmes de violence puis dans toxicomanie qui élevés. Il y a différents, il y a modéré puis élevé. Moi, j'ai fait les 2 programmes élevés pour violence et pour la toxicomanie. Et avec les suivis psychologiques. Pour répondre à ta question, le lien avec la méditation, c'est sûr, il y a comme un lien. Comme j'ai parlé avant, quand je me faisais des meetings, les programmes, la chapelle, la philosophie bouddhiste, la méditation, les groupes de partage, il y avait ce lien-là. Ce lien, c'est tout ce qui venir à gestion des émotions. Ça, c'est un gros facteur pour nous, pour les toxicomanes, pour les criminels. On a un problème de gestion d'émotions. On réagit fort sur nos émotions. On n'est pas capable de les gérer. On ne sait pas de son don. On n'est pas capable de fonctionner avec. On a une façon où nos cerveaux ils ont formé quand ces émotions fortes montent, on fait des mauvais choix. On n'est pas capable de rester direct. Fait que, avec la psychologie, ils montrent comment aller à la source. Souvent, ça commence on a tout un petit enfant, nous autres. Puis c'est là où il faut qu'on aille chercher, aller voir. Parce que ça commence jeune. Et puis, moi ça a commencé jeune. Il y a beaucoup de violence chez nous. J'ai jamais été à la même école 2 fois. Il y a beaucoup de choses qui a fait créer, commence à former mon système de valeurs, mes croyances, puis tout ça. Puis en psychothérapie, en psychologie, il essaie de tout démêler ça pour pouvoir faire un sens, puis regarde, OK, c'est comme ça. Comme Alexis dit, il faut de lâcher prise, parce qu'on reste pogné là-dedans, c'est passé. Mais oui, il y a absolument un lien. Je veux dire, il nous apprend, comme dans le cours de violence, il nous apprend à faire un time-out. Et ça, c'était un outil, un time-out. Le time-out, c'est dire de prendre un pas de recul. Tu identifies l'émotion, puis tu prends un pas de recul. Il mettait beaucoup d'énergie sur ça. Puis ce pas de recul, la méditation nous aide à développer ce pas de recul-là. Cet moment d'arrêt, de faire « wow », Mais il y a comme un travail qui est dur de venir identifier identifier l'émotion qui va permettre de dire « wow, c'est le temps de ce pas de recul ». Avec la méditation, elle joue un gros rôle pour moi pour travailler ça. Puis c'est vraiment
quand l'émotion arrive, c'est incroyable comment le cerveau épouse Yen. Et tu vois partout. Moi j'allais partout, puis c'était comme tellement fort. Là, je me créais des scénarios. On fait tout ça. Pour l'être humain, il fait ça. Le cerveau est formé de même. Il get pulled into des pensées qui nous fait vivre des émotions qui sont même pas vraies. Moi j'étais convaincu, tout ce qui se passait dans ma tête, c'est vrai, c'est real, le gars, je le sens, puis tout ça, mais c'est juste des pensées. Puis j'ai appris ça dans la pratique. C'est pas vrai. Pourquoi on prend tellement d'attention à ça? Fait que, peut-être la psychologie aide à travailler ça, mais dans une différente angle. Tu sais, il y a Jésus qui a sa façon, il y a le bouddhisme qui a sa façon, la psychologie a leur façon. Les programmes, il y a leur façon, mais c'est tout venir à nous aider à gérer, à trouver une paix, à se libérer de la souffrance, de se connecter avec l'être humain, comment gérer avec les autres. Moi, j'avais des problèmes, comment aider, je sélectionnais, je jugeais, j'étais raciste. Toutes ces choses-là causent la souffrance. La psychologie, puis toute la philosophie bouddhiste, puis tout ça, là, c'est tout rien pour aider à regarder ça, apprendre à gérer ça. On a une chance sur la planète. Il faut tout mettre les chances sur notre bord pour être bien dans ce but. Tu sais, c'est un cadeau. Je veux juste ajouter un petit bémol. Aussi, le département d'aumônerie travaille beaucoup avec ce qu'on appelle le département d'intervention, en psychologue, agent de programme. Alors, eux, s'ils voient que la méditation pourrait être bénéfique à un détenu, ils vont nous les référer. Alors, on va avoir un appel, un courriel pour dire, vous devrez peut-être rencontrer cette personne-là, discuter méditation, etc. aussi. Alors, on commence à avoir un travail un peu plus d'équipe, plus d'écoute aussi envers ça. Alors, ça... Des fois, quand ils ont le travail psychologique qui est travaillé, ils vont quand même référer la personne à aller pour une pratique aussi de méditation. Puis je voudrais juste rajouter en dernier, Nathalie Lacaille, dont on a beaucoup parlé, c'est une psychologue, puis c'est elle qui a œuvré entièrement, elle toute seule, à monter, à faire venir le monde pour le 10 jours de méditation qui s'est passé entre les murs. C'est elle qui a été voir tous les directeurs qui se sont succédés. Elle allait les voir. La première chose qu'elle faisait quand un directeur arrivait, elle allait dans son bureau puis elle disait « Bon, bah je sais que tu vas dire non, mais je voudrais faire une retraite de méditation de 10 jours. » Puis elle l'a fait avec tout le monde, puis un jour ça a pogné. Et c'est une psychologue. Dans les approches cognitivo-comportementales de la troisième vague, il y a la mindfulness qui est une des approches utilisées. Et d'ailleurs, j'aime beaucoup un des passages qui est développé dans le livre du Grippa sur la présence attentive, qui dit que les approches cognitivo-comportementales basées sur la mindfulness devraient s'inspirer de plus en plus du bouddhisme dont ils avaient essayé de se séparer, mais que les enseignements bouddhistes peuvent contribuer à bonifier les approches que les psychologues utilisent. Fait que c'est un win-win encore. C'est juste de bien l'utiliser et d'être formé convenablement pour pouvoir les utiliser. D'autres questions? Oui, monsieur. OK, je gère très, très, très bien, en passant. Ouais. Parce que, tu sais, aujourd'hui, j'ai pas la cassette qui roule. Tu sais, il y a des petits voix dans my inner monologue qui disaient « T'es bon pour rien. T'es pas bon. T'es pas beau. T'es un truc, t'es juste un voleur. T'es un criminel. T'es un drogué. » Puis ces petits voix-là m'habitaient plusieurs fois. Ça montait, tu sais. Je faisais une horreur. T'es pas bon. Tu sais, aujourd'hui, le nouveau François a quand même, regarde, je m'accepte comme que je suis, how it is, puis avec les défauts que j'ai, c'est même des défauts. Tu sais. Quand tu vis sur une voie de spirituelle, puis d'honnêteté, puis
tu vis dans l'intégrité, c'est moins... Je dors mieux, tu sais. You know? Non, tu sais, je disais à ma mère, je pense que aujourd'hui, tu sais, j'ai plus... J'étais tellement paranoïde des polices, puis tout le monde pensait à moi, puis je m'approchais. Puis là, je me rappelle de toutes les menteries que j'avais comptées, puis my God. You know, je suis libéré de ça. T'sais. Puis en prison, quand j'ai changé, puis j'étais en population, il y a des codes pour respecter. T'sais. Faut pas, you know, j'ai vu plein de violences. Moi, je peux aller courir au Keeper. Hey, c'est lui! Tu sais, il y a ma sécurité qui joue un rôle. Parce que you know, protège ça aussi. Fait qu'il y a une sagesse, une common sense aussi. C'est bien beau d'essayer de sauver le monde, mais il faut vraiment respecter le mode de vie, tu sais. C'est très, très dangereux en prison. J'ai vu la violence, là. C'est épouvantable ce que l'être humain peut faire, you know, pour une tranche de fromage. Non, j'ai vu le gars se faire piquer une douzaine de fois là, parce qu'il a volé une tranche de fromage dans le frigidaire. Shakes you up. J'ai vu des meurtres. Quand j'étais un père aidant, des taux de suicide, j'en ai vu. J'ai vu des pieds dépasser la porte de cellule tout bleu. C'est comme, puis je viens juste derrière, on était deux pères aidants en train d'intervenir, ce monsieur-là, tu sais, montrer, puis... Donc, ouais, je gère bien ce François-là. OK, alors le temps file, on va conclure. Peut-être vous donner l'opportunité, chers panélistes, de conclure brièvement s'il y a quelque chose que vous aimeriez ajouter. François va payer son parking. Vas-y. En fait, moi, je vais peut-être terminer en disant, si jamais vous êtes intéressé par ce programme de méditation-là, vous êtes les bienvenus. L'information est sur le site de Voix Boréale. Ça nous ferait grand plaisir de vous compter parmi nous. Puis comme je pense qu'on l'a dit plusieurs fois, l'équipe de bénévoles, c'est quelque chose en or. Puis pour moi, c'est un grand privilège. Puis on l'a mentionné souvent de laisser tomber les masques. Puis pour moi aussi, je le sens que je laisse tomber encore plus mon masque quand j'arrive à la chapelle là-bas parce qu'il y a quelque chose de très vrai. Il y a quelque chose de très... raw, là, on est honnête avec nous-mêmes. Quelque chose de... On est très transparent dans qui on est. Puis ça, je trouve ça très fort. Donc voilà. Sinon, si vous êtes intéressé par la méditation, vous êtes toujours bienvenus dans nos différentes activités. Il y a un professeur, je fais une petite pub, professeur qui est le prof de beaucoup d'entre nous, qui va venir à Montréal à la fin mai, le 26-27 mai, Joseph Goldstein, qui est vraiment... c'est un quoi? Un DOG? Ah, OK. Je connais pas le langage. Mais c'est beaucoup lui, en fait, une des personnes qui a amené beaucoup les enseignements en Amérique, puis qui a rendu ça très accessible à nous tous. Donc, je conseille fortement de venir si ça vous intéresse. Il y a une conférence le vendredi soir, puis le samedi, c'est une journée de pratique avec lui. Donc, une chance à saisir si ça vous parle. Alors, voilà pour moi. Moi, je vais vous laisser avec une citation qui m'inspire beaucoup dans mon travail. Il y a un débat en ce moment, c'est qui l'a dit originalement, parce que grâce à l'Internet, il y a plusieurs sources pour la même citation. Alors, c'est soit de Pema Chodron ou du Pratt Greg Boyles, qui c'est le fondateur de Homeboy Industries. Si vous ne connaissez pas ça, allez voir ça sur Internet aussi. C'est vraiment inspirant comme projet.
Puis il dit que notre compassion n'est pas mesurée par le travail qu'on fait avec les gens marginaux, mais dans notre capacité de se voir en fraternité avec eux. Puis je trouve que c'est beaucoup ça qu'on fait quand on va en dedans, c'est de créer cette fraternité-là. Puis c'est pas de le voir comme d'une autre façon, c'est vraiment juste l'humain qu'on amène dans une place qui n'a pas beaucoup d'humains, malheureusement. Alors, c'est ça. Merci. Moi, j'espère que ça vous aura donné le goût d'être curieux par rapport à ce qui se passe dans les pénitenciers, puis au niveau des programmes de méditation. Ça reste des humains qui sont derrière les murs. C'est du monde qui souffre et qui commet des actes qui sont très répréhensibles, qui sont très condamnés par la société, mais ça reste des êtres humains. On a aujourd'hui un grand exemple de quelqu'un qui a profondément changé, et quand on regarde les news, on se dit c'est du mauvais monde, de toute façon, faudrait tous les faire disparaître et tout le monde irait mieux. Non, c'est des gens qui ont de la souffrance. Puis, je pense que c'est par l'écoute que vous avez témoigné aussi aujourd'hui, l'accueil que vous avez fait, que participer aussi à peut-être faire changer les mentalités par rapport au monde qui est enfermé entre les murs. Puis, à titre personnel, j'aimerais remercier, puis je pense qu'on s'en allait tout doucement vers là, soit le Salon Zen qui a vraiment permis d'avoir cette salle, d'avoir la caméra, d'avoir les micros, d'avoir les affiches, d'avoir les vidéos, d'avoir tout ce que vous avez pu voir pour venir ici. Moi, j'en suis le vice-président. Puis j'ai grandement participé à l'organisation. Puis j'ai été vraiment très bien accompagné par tout le monde. Mais c'était une façon pour moi de rendre réel ce rêve-là qui était quelque chose où on me charriait beaucoup quand j'en ai parlé la première fois. Puis de voir qu'aujourd'hui, une magnifique conférence, une magnifique table ronde qu'on peut partager ensemble. Et puis donc j'en profite aussi pour remercier l'Université de Montréal qui permet d'utiliser les locaux gratuitement. Ça aussi, c'est chouette de pouvoir en profiter, d'avoir un amphi, une lumière et l'occasion de passer un temps ensemble. Moi, je veux juste dire merci à tous pour venir ici ce soir. Puis, tout le monde, vous avez tous joué un gros rôle dans ma vie, puis vous faites partie de mon Sangha. Et j'aimerais juste dire quelque chose pour finir la conférence. Si j'ai eu l'impact, j'aimerais dire là, c'est qu'est-ce qui montre dans le moment, c'est si vous avez quelqu'un de proche, un membre de famille, un enfant, un parent qui est dans la toxicomanie ou qui est en prison ou que ce soit, n'oublie pas, perds pas cet espoir pour ce changement-là. Ma mère a tout le temps été là pour moi de soutenir, elle a tout le temps l'espoir en moi que je changerai un jour. Ça se fait. On peut changer. Puis, il y en a malheureusement, ils vivent des santé mentale profondes, puis c'est comme un arbre qui pousse croche, puis il va rester croche. Ça existe. Mais la plupart, on peut changer. Puis c'est pour vous autres aussi. Il y a beaucoup d'outils qu'on peut aller chercher pour être une meilleure personne, pour faire une différence dans cette vie. J'espère que j'ai eu un impact quelque part. OK? Good night. Alors, merci à nos panélistes. Merci beaucoup. J'ai personnellement été touché à plusieurs reprises ce soir et j'ai la vague impression que c'est peut-être le cas pour certaines personnes dans la salle ce soir. Un merci particulier à Alexis qui s'est démené pour faire arriver cet événement avec son équipe. Merci beaucoup d'avoir mis tout ça en branle. Et merci à vous d'être venus ce soir, un vendredi soir. C'est très apprécié. On espère que vous avez que cette discussion aura été inspirante. Merci beaucoup.